il n'y a pas eu grand-chose comme vidéo ce mois-ci. Je vais pas m'excuser non plus, mais ce pourrait être un drôle de mois. Il y a beaucoup de montants qui a été pris avec des engagements IRL, j'ai eu un dégât des eaux, mon déménagement qui n'en finit pas de se rapprocher sans date précise. Et puis il y a la Formule 1. Tout le monde de la Formule 1 était un poil à l'arrêt. À l'arrêt du cul, oui. On a eu quoi 2 points de discussion tangibles et encore. J'avais pas envie de tomber dans le piège de vous faire des vidéos sur du vide, mais là il y a un petit peu de neuf et il y a des crottes de nez à jeter à Source crédible britannique. Justement. Priorité à l'info ici sur Clip FM TV, la chronique Ciné sur Driven arrive bientôt, elle est déjà enregistrée. Donc en gros c'était la prochaine dans le pipeline pour le montage avant que tout ça n'arrive. Et ce sera une vidéo qui sera sûrement démonétisée. Parce que c'est vidéo cinéma, donc toi-même tu sais. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, code Clippy chez Oli Energy pour 10% de réduc, même s'ils font pas que de l'énergie, maintenant ils sont attaqués au marché du sirop, avec des... Donc ça c'est une gourde, où genre en gros tu mets de l'eau dans la partie transparente et tu mets un pot de sirop dans la partie jaune là. Et du coup, tu peux régler l'intensité du sirop. Genre, en gros, tu peux régler l'intensité du sirop avec la petite molette là, sur laquelle ma caméra veut pas faire le point. 5 intensités, une où c'est à balle, et c'est difficilement buvible quand même. Et moi, je reste sur la première intensité, parce que je bois mon sirop de manière plutôt légère. C'est pour me rafraîchir, pas pour me péter les papilles. Et le code Clippy, pour 10% de réduction, fonctionne là aussi. C'est vraiment grâce à Oli Energy que ça marche mieux. Ça aide de fou, surtout quand on est comme moi, statistiquement en Régional 1 de YouTube Game, mais avec une commu digne de la Champions League. Foutez les fumigènes là dans le virage, c'est génial. Sinon, il y a aussi le Super Funks qui aide de fou pour le référencement. Le boost sur mobile qui est gratuit. Mais comme d'hab, c'est vous d'abord, moi après. Mettez-vous à l'abri avant de me mettre à l'abri. Les temps sont rudes. Faites pas de bêtises avec votre argent. Et sans plus de salam alek commercial, bienvenue dans Garage Talks. Non, attention, c'est pas des changements. La FIA a bien insisté. Those are refinements. Parce que le mot changement serait peut-être admettre que le problème est bien plus réel. Et la liste de changements, je l'ai devant moi, vous l'avez déjà quasiment entendu la vidéo dernière, Nostrada Clip Strikes Again, même si là pour le coup fallait pas être Madame Irma pour les voir venir. Déjà, on a la recharge max en qualif qui passe de 8 mégajoules à 7, donc après avoir expérimenté avec 9, maintenant on a réduit. En parallèle, on a le famoso super clipping qui n'est pas moi avec une cape, mais le fait de recharger sa batterie tout en restant à fond. Et ce dernier, il est renforcé avec une puissance qui monte à 350 watts, ce qui rend le lift and coast complètement vétuste puisque on recharge tout autant. Ensuite, il y a le volet sécurité. La FIA a décidé de limiter les écarts de puissance trop violents entre les voitures. Le boost est désormais plafonné et ça c'est... on l'avait pas vu venir celui-là. La puissance électrique maximale est réduite dans certaines zones, notamment dans les sections rapides, pas totalement droite. J'ai eu du mal à capter celle-là, on va pas se mentir. Mais le but, c'est effectivement d'éviter les différences de vitesse absurdes qu'on a déjà vues cette saison, comme le crash entre Berman et Colapinto, où du coup les bagnoles avaient genre 30 km/h de différence supplémentaire aux 20 km/h de différence qu'elles avaient déjà au tour d'avant. Un bon total de plus de 51 bornes à l'heure, on est bien. Il y a la procédure de départ aussi, enfin, c'est pas la procédure de départ qui est modifié, mais il y a un ajustement de fait au niveau des départs. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, si une voiture part trop mal, et elle va recevoir un coup de pouce du système hybride pour ne pas rester plantée sur la grille. Oui, bah du coup, si t'es plus loin que P11, en fait, tu peux avoir le bullet bill, comme ça, tu peux repasser devant. Et bon, après, il y a des ajustements prévus sous la pluie, mais ça, on s'en bat un peu les couilles. C'est genre juste des pneus mieux préchauffés, des signaux lumineux plus clairs. Bon, ça, c'est des choses qui, à mon avis, seraient arrivées quoi qu'il arrive. Mais la patch note, elle est chelou, là, on est d'accord. Dans les faits, tout ça va dans une direction, c'est redonner le contrôle au pilote, moins aux stratégistes. En qualif, les pilotes devraient pouvoir pousser davantage, il y aura moins d'énergie à gérer, et vu que le super clipping sera plus efficace, moins besoin de lever de pied dans des endroits complètement absurdes. Ce sera ceci dit pas flat out, ce sera pas comme à l'ancienne, ce sera pas le spectacle qu'on a toujours vu. Il y a un compromis dans tout ça, bien sûr, c'est-à-dire que vu qu'on a réduit la quantité d'énergie maximum, les voitures vont perdre apparemment 7 dixièmes au tour, ce dont on a parlé la dernière fois aussi, et il semblerait que certains n'aient soit pas fait attention, soit pas capté ce que je voulais dire. Si on perdait aujourd'hui 2 secondes au tour en qualif, on reviendrait à peu près à ce qu'on faisait en temps au tour en 2010, qui est pas une saison où les gens trouvent que ça manquait de performance. L'idée que moi je mettais en avant, que je disais que ça reste une bonne solution, c'est-à-dire de juste réduire la puissance totale, c'est soit d'avoir des voitures qui vont moins vite, mais des voitures qui, parce qu'elles seraient à fond tout le temps, seraient de toute façon plus spectaculaires.
Parce que actuellement, les voitures sont conduites avec tellement de retenue qu'on effectivement se fait chier. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est plus lent que l'an dernier. Donc je suis pas vraiment d'accord quand on a pu me dire en commentaire que les voitures actuelles sont à l'arrêt dans les virages. Sur le plan du châssis et de l'aéro, c'est une réussite totale ce règlement. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ou alors, les équipes n'ont pas assez développé pour qu'on voit ces problèmes émerger. Après, je peux donner le bénéfice du doute à cette personne, mais peut-être que ce qu'elle veut dire, c'est que vu que les voitures régènent en virage, et que pour régène, le mieux c'est encore de lift, elles prennent pas les virages à fond, et que ça c'est visible. Et dans ce cas, je clarifie. Demain, si on perd 1% de performance au tour, donc ce que nous faisait remarquer Fizouille aussi en commentaire, donc c'est à peu près à ce que ça correspondrait en termes de performance avec 2010, ce serait pas perceptible. Ce qu'il est, c'est des voitures sous conduite dans les virages, comme maintenant. Si les voitures sont plus lentes, mais qu'elles prennent systématiquement les virages à la limite du grip et de la bravoure, ça paraîtra comme plus rapide sans l'être. J'en veux pour preuve là chier de gens qui regardent actuellement le WEC et disent putain ça va plus vite que la Formule 1. Parce que les voitures sont pas sous conduite. C'est terrible quand WEC les voitures sont pas sous conduite par rapport à la Formule 1. C'est... Après, bien évidemment quand WEC il y a des phases de gestion, juste que étonnamment dans un championnat d'endurance c'est moins visible. Ça pour dire que si demain on a des perfs Formule 2 mais que tout le monde peut rouler à fond, ça paraîtra plus rapide que maintenant. C'est une promesse qui pile à clip. Côté sécurité, les écarts devraient être moins brutaux. Avant, un pilote pouvait tomber sur une voiture presque à l'arrêt, énergétiquement parlant, avec un différentiel de performance énorme. Avec tout ça, sur le papier, ça devient plus progressif, donc plus prévisible. Et pour les départs, du coup, ça réduit les risques de situations chaotiques. Les voitures scotchées sur la grille devraient pouvoir décoller plus rapidement, quoi qu'il arrive. C'est bien parce que ça évite de créer des situations trop dangereuses, mais en même temps, est-ce que ça va pas créer une situation un peu borderline, où il y a peut-être moyen de jouer avec cette assistance-là, de suffisamment foirer son départ pour avoir plus d'énergie, mais de pas le foirer trop fort pour bénéficier de ça plutôt que de limiter la casse avec ce trop plein d'énergie. J'aimerais qu'on fasse une expérience. Si vous êtes fan, intéressé par le sport depuis assez peu de temps, et que c'est genre votre premier changement de règlement technique, est-ce que vous bitez quoi que ce soit à ces histoires de gestion d'énergie? Je m'adresse pas aux fans hardcore. Je sais que c'est con parce que je l'ai dit en début de phrase, mais je répète parce que vous écoutez des fois, mais des fois vous écoutez pas. Hein. Est-ce que ça vous parle vraiment quand je vous dis que la recharge max elle a été réduite à 7 mégajoules? Parce que c'est pas pour faire la pute, hein, mais moi, mon rôle, c'est de vulga pour pouvoir remettre en contexte et ensuite donner mon opinion. C'est pour ça que je dis aux gens, je ne suis pas journaliste. C'est pour ça que je dis aux gens que je dois pas l'objectivité. C'est pour ça que depuis TikTok, hein, à la grande époque, j'ai jamais compris pourquoi on me faisait chier sur le fait que mon contenu n'était pas lisse, polissé, bien présenté, propre, machin, que tu devrais habiller un petit peu plus tes vidéos. Non, moi je suis un connard avec une caméra, moi t'as cru que j'étais professionnel. Mais du coup, pour pouvoir rendre ça intéressant et ludique, c'est toujours une énorme chienlit quand je me mets à parler d'énergie. Et je pense que, donc là j'anticipe la réponse, hein, mais pour le spectateur moyen, c'est pas marrant à suivre cette histoire. On se fait quand même pas mal chier parce que c'est moins clair qu'en Formule E. Déjà que la Formule 1, c'est un sport complexe avec plein d'aspects et de facettes qui fait que c'est difficile d'expliquer à quelqu'un ce qu'est la Formule 1 réellement, tu vois, parce que évidemment tout le monde va réduire ça à voiture qui roule vite sur des cercles de forme plus ou moins élaborés. Mais là, si le spectateur a pas envie de se fader, genre, pas forcément de la documentation technique, mais moult articles de gens qui vulgarisent ça beaucoup mieux que moi, il va pas capter grand chose. Et le fait est que, c'est dit avec la plus grande gentillesse du monde, le spectateur il a pas envie de faire d'efforts. Le spectateur il s'en bat les couilles. Pour lui c'est un divertissement ça ne demande pas de faire un effort. Et justement, les spectateurs qui captent pas trop, mais qui captent que c'est compliqué, ils sont très 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 vocaux. Et je pense que c'est là que la FIA s'est tiré une balle dans le pied. Oui, je vous entends, je lis l'internet, ce n'est pas assez. Faut revenir à des V8, V12, V16, V14, mon cul sur la commode. Faut arrêter avec l'hybride, parce que c'est trop compliqué, et puis j'ai mal à mon sport, et puis il y en a même qui disent que ça, là, ce qu'a fait la FIA, donc la petite liste de choses qui vont changer, c'est que dalle, que la FIA n'a rien fait, basiquement, et je vais demander d'appliquer des calmez-vous, encore une fois, compte tenu du pauvre mois de break qu'on a eu, même si c'est plus large que la majorité des breaks qu'on a, on est d'accord. Et des demandes colossales en termes de fric et de temps et de charge de travail pour altérer plus que ça, on pouvait pas espérer mieux. Ceux qui pensaient vraiment qu'à l'issue de ces discussions, on allait avoir un retour à une architecture moteur plus pure, plus agressive, vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule et vous faites une espèce de Mobius strip par votre
Oui, même moi j'ai dit auparavant, si ces choses-là que j'avais anticipées se font, c'est de la bétadine sur de la gangrène. Reste que, en étant si critique, je comprends qu'ils pouvaient pas faire mieux. Quoi que vous ayez en tête actuellement, on peut utiliser d'anciens moteurs que les équipes ont peut-être encore, même carrément d'anciennes voitures. Alors on n'a qu'à virer l'hybride purement et simplement. Peu importe à quoi vous pensez qui est simple, c'est pas faisable. À mon grand dame, à mon grand regret. Mais ils peuvent pas faire grand-chose de mieux. Et ce qui est certain, c'est que ce championnat, à jamais, sera entaché par le manque de jugement de la FIA vis-à-vis de ce règlement technique. Peu importe qui l'emporte cette année, que ce soit constructeur ou pilote, bien qu'on sait que la majorité d'entre vous, ce qui vous intéresse, c'est le championnat pilote, ça va être justifié par il est gaze, et puis meilleure voiture. Ce qui arrive tous les ans, mais cette année, ce sera quasiment impossible à défendre. Ou devrais-je dire, beaucoup plus facile à justifier. Parce que si j'ai toujours estimé que c'était jamais le pilote ni la voiture, mais la somme des deux, et que c'est, à mon humble avis, 60% la bagnole et 40% le pilote, le ratio est beaucoup moins proche du pilote cette année. J'ai presque envie de dire qu'on est à moins de 30%. Et j'ai bon espoir que l'année prochaine, la FIA se dise « Ok, le split elect tel qu'il est, c'est pas possible, on va le réajuster pour nous rendre quelque chose de tolérable. » Surtout en qualif. Parce que j'entends les gens qui sont genre super contents de la réglementation actuelle, j'entends vos arguments, je pense que cet effet-là, de toute façon, va s'estomper. Je l'ai déjà dit, je crois, après Melbourne. Était-ce Melbourne ou était-ce la Chine? Et le yo-yo racing qu'on a maintenant, c'est un biproduit de ce nouveau règlement, mais c'est un truc qui va éventuellement se stabiliser. Et c'est un truc que vous verrez plus d'ici bientôt. Et on verra des courses un peu processionnelles, avec des voitures qui rechargent en fin de ligne droite si on change rien, et quelques dépassements organiques qui vont rester, et qui, en plus, et ça c'est grâce justement au châssis et à l'aéro que je trouve très réussi pour l'instant cette année, pourront enfin se battre roue contre roue. Il y a beaucoup de gens qui font pas la distinction, et je suis désolé parce que là encore c'est décousu, mais le fait que les voitures se battent aussi souvent, c'est effectivement à cause de tout ce qui se passe au niveau du power unit et qu'il y en a toujours un qui est à court de batterie pendant qu'un autre en a pour attaquer. Le fait que les voitures puissent se suivre et puissent se batailler roue contre roue, genre du T1 jusqu'à la fin de cet interminable T1 justement en Chine, c'est parce que justement le châssis et l'aéro génèrent beaucoup moins d'air sale et laissent les voitures se battre. C'est aussi parce que les voitures sont plus légères, donc à basse vitesse, elles ont un peu plus de niaque. C'est pas parce que les power units sont comme ils sont que les voitures peuvent rester roue contre roue dans le T1 en Chine. C'est pas ça qui fait ça. Hein. Maintenant, on a en droit de se demander si tous ces refinements redistribuent pas les cartes un peu. Est-ce que avec la nouvelle assist au départ, Ferrari garde son avantage justement au départ, parce qu'ils ont apparemment de loin le plus petit turbo de la grille et c'est ce qui leur permet de prendre d'aussi bons départs. Mais si maintenant les autres peuvent chier dans la colle au départ et avoir un boost élec, est-ce que ça vaut le coup pour eux? Parce que ce qui est compliqué, c'est que plus petit turbo, oui, ils ont meilleure réactivité, mais ça peut laisser, on va dire, à désirer une fois qu'on a envie / besoin de plus de puissance. Est-ce qu'avec justement la nouvelle recharge limitée et le super clipping amélioré, Mercedes sera toujours tête et épaule devant tout le monde? D'autant que le trick de qualification que eux et Red Bull utilisaient a été banni discrètement entre Suzuka et maintenant. Est-ce que du coup ça va pas relancer un peu l'intérêt pour ce championnat sur lequel tout le monde va chier une fois qu'il sera terminé, parce que tout le monde a déjà commencé à chier avant qu'il commence, tu vois, donc quelque part. Mais ce qui est marrant, on va dire, avec cette histoire, c'est que ce que la FIA fait actuellement, j'ai déjà vu ça à très très petite échelle. Pour ceux qui savent pas, sur Twitch, des fois, pour tuer l'ennui, parce que je ne joue pas en ligne, déjà parce que je suis sur une connexion en 5G, et ensuite parce que j'aime pas trop remettre mon plaisir dans les mains d'autrui, sauf si autrui est une très belle femme. Alors là, peut-être que je veux bien laisser mon plaisir entre ses mains, mais c'est pas de ça qu'on parle. Mais on fait ce qu'on appelle des events IA viewers. C'est très très simple, c'est des courses custom dans Gran Turismo, où c'est moi qui rename les IA dans Air Factor, ou qui fait des grilles custom sur Assetto. Et basiquement, je mets le nom des viewers à la place de celui des IA, et on fait des ersatz de Daytona, Le Mans, ce que tu veux, quand il y a des gros events, tu vois. Et la progression logique de ça, même si en fait on avait commencé par ça à la base, c'est de faire des championnats entiers. Et je sais que je digresse, mais souvent j'ai galéré avec l'équilibrage de ces championnats-là, parce que j'ai des pseudo-règlements techniques, tu vois, et voulant toujours rendre le truc plus ou moins intéressant, j'ai modifié plein de trucs pour essayer de garder un certain équilibre, de pas désavantager tout le monde, ou d'en avantager quelques-uns pour rendre le... Tout le temps, par manque de jugement, j'ai rendu le truc peu intéressant. Et à chaque fois que mi-saison, j'ai essayé d'opérer des changements pour rendre le truc plus intéressant, c'était de la bétadine sur de la gangrène. Parce que ce qui était foireux, c'était la base de mon idée, pas l'exécution. Et je vois un peu beaucoup de ça dans ce que fait la FIA, ce qui est marrant, parce que comme quoi, qu'on soit un connard tout seul sur Twitch ou une administration avec je ne sais combien d'employés, on en revient toujours au même point, à puer la merde. C'est super parce qu'en plus ce réajustement-là, il arrive
pile à temps pour la duo, qui est prévue juste après Miami apparemment. Alors, je m'excuse pour la négativité qui va émaner de moi dans cette séquence. J'aime pas de base le concept de la duo. Je pense que ce championnat est autant un championnat constructeur que pilote. J'ai toujours été fasciné par l'aspect technique et admiratif de l'aspect sportif. Si petit puisse-t-il être parfois. Et je pense qu'à ce titre, ralentir le développement, voire même empêcher le développement des moteurs ainsi, va à l'encontre même de ce que doit être ce championnat. Et je dis ça en étant fan Red Bull Racing. Je pense aussi que geler le règlement moteur à la fin de l'ère hybride, c'était une idée de merde. C'est un raisonnement qui est très en surface et qui est pas tellement raisonnable dans le grand schéma des choses, mais j'ai mes travers aussi. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, il n'y a aucun mal à ça, ça fait un bout de temps que j'en ai pas parlé, la duo en gros, c'est un système mis en place pour éviter les trop grandes inégalités entre manufacturiers moteurs. On prend un barème établi par la FIA, on sait pas comment ils font, il doit avoir un chapeau des barèmes magiques et la mineure fade au sol. Et en gros, selon leur barème, ils décident qui c'est qui a le meilleur moteur et dépendant si t'es plus ou moins loin en performance, tu peux upgrader ton moteur en conséquence. Et ça, c'est réévalué toutes les 6 courses. Donc en gros, si t'as 2% de delta avec le meilleur moteur, t'as un upgrade cette année, un upgrade l'année pro. Si t'as plus de 4%, on a 2 cette année, 2 l'année pro. Mais d'une, cette histoire de changement, d'ajustement, au niveau du règlement risque de changer un peu la donne. Et de 2, il paraît que ce serait pas ceux qu'on croit qui vont y avoir droit, ou plutôt qu'il y en a un qu'on n'est pas censé y avoir, qui va y avoir droit quand même, parce qu'en fait, ils ont pas le meilleur moteur, et mystérieux clickbait. Une news qui nous a été rapportée par source crédit britannique, aka les mêmes connards qui ont clickbait la mort d'un pilote avec le nom de Verstappen, shame. Mercedes pourrait bénéficier de la duo. Parce que, en fait, ce serait pas eux le benchmark, non, ce que je t'explique, ce serait pas eux les meilleurs, parce que, en fait, peut-être que si la FIA, ils se basent que sur l'ICE, donc le moteur de combustion interne. Alors... Non, oui, là je me fous de leur gueule, mais basiquement, dans une superbe pièce de 8 minutes et quelques, les gars nous ont expliqué que si Red Bull a le meilleur moteur, donc pas Power Unit, je parle que de la portion thermique, et du coup, la duo pourrait se baser là-dessus, et Mercedes pourrait bénéficier de... Est-ce qu'on en est vraiment là? Est-ce qu'on en est vraiment à penser... Je serais même plus surpris, mais est-ce qu'on en est vraiment à penser que la FIA, dans son infini putain de sagesse, va choisir de ne bencher ou de ne se baser que sur les performances du moteur thermique, alors qu'on est à presque 50% d'élec. Est-ce que vous vous foutez pas un peu de... J'en ai plein le cul. Mon feed est plein de ça. Partout, il y en a même... Et je vous en veux pas. Certains parmi vous qui m'ont tagué pour me filer la news. Donc, j'étais en train d'éponger la flotte qui sortait de mon chauffe-eau. Je ne sais pas comment les perfs de la duo seront mesurés. Et The Race, c'est pas non plus. Ouais, à un moment, faut arrêter la blague. J'ai presque envie de vous dire, la FIA, c'est pas encore comment qu'ils vont faire. On sait que Red Bull n'a pas un mauvais moteur, c'est vrai. Et dans l'ensemble, le Power Unit est correct. On sait que la voiture est surtout desservie par son châssis. Et il y a peut-être effectivement des problèmes de déploiement. Mais de là à dire que Merco pourrait bénéficier de la duo alors que les mecs tournent pépouze 100% du temps devant, c'est pas juste capillotracté, là, il y a de quoi déraciner 3 arbres et tas d'aronnes. C'est pour ça que je vous préserve de la lecture de l'article ou de 8 minutes 23 de vidéo. Ils savent pas eux-mêmes, Et tout se base sur imagine, ils mesurent que le moteur thermique. Une seule chose est certaine avec la duo, c'est qu'Honda va en bénéficier. C'est le seul truc dont on est sûr. Le reste, est-ce que Ferrari va l'avoir? Et est-ce que justement ça va leur permettre de revenir devant? Est-ce que Mercedes serait derrière Red Bull pour de vrai? Est-ce qu'Honda va pouvoir faire revenir 4000 chevaux d'entre les morts? On sait pas, c'est de la spéculation. De la spéculation qui a peut-être complètement été invalidée par les ajustements réglementaires qui viennent d'être faits. Alors pour le bien de ma santé mentale, c'est la dernière fois que je mentionne la duo avant qu'on ait du concret. Je trouve que la spéculation a sa place sur internet, je pense que c'est fun parfois de se dire putain, si Ferrari a la duo et que du coup en fait ils peuvent, maintenant qu'il y a un nouveau système de départ, peut-être tabler sur un plus gros turbo sans que ce soit une trop grosse reconstruction de leur moteur, ça peut être très intéressant pour eux. Ça, c'est des discussions qui sont intéressantes. Mais comme malheureusement ça fait pas péter 1 million de vues et que le plus important apparemment c'est le trafic sur votre site de merde, au point où il faut clickbait la mort d'un... Ah, je suis énervé. Bref, la prochaine vidéo, c'est la chronique
ciné sur Driven. J'espère qu'elle vous plaira. On a mis beaucoup de temps dedans. On a passé pas mal de temps à réfléchir à une manière marrante de contourner le système de copyright, parce que la majorité du temps, c'est les musiques qui nous foutent dedans. Donc on a redoublé quelques séquences. Et puis du montage, tu mets un extrait ? Je vais poser mon casque ici, peut-être qu'elle arrêtera de pleurer. Non, bon, ça change rien, je pleure parce que tu me traites aussi mal que tu conduis. Alors déjà, c'est pas vrai. Si, c'est vrai d'abord, si, c'est vrai Non, t'es une menteuse. Voilà. C'était Clippy Face Caméra qui va retourner à la salle, se faire une camomille et aller dormir. Suivez-moi partout sauf dans la rue. Un des derniers... Profitez du décor. Un des derniers Garage Talks, ça, vraiment ici, ouais, il manque des trucs au fur et à mesure. Il y en a qui posent la question. J'en profite parce que la vidéo est finie, vous êtes déjà barrés. Il y en a qui posent la question. Mais combien de temps il prend ton déménagement ? Tu devais pas déménager ? En fait, on rentre dans le nouvel appart au 1er mai. Mais je fais partie de ce genre de gens qui n'arrivent pas en 2 petites semaines ou 3-4 jours à tout faire pour leur déménagement, d'autant que il faut pas que j'ai de downtime internet parce que sinon c'est compliqué, etc. Que en fait ça fait 1 mois, 2 mois, 1 mois et demi. 1 mois et demi qu'on sait qu'on va déménager et c'est toujours pas fini. En plus je veux faire quelque chose de propre et bien dans le nouvel espace, donc j'essaye au mieux de répartir temps et argent pour ça. Donc ça prend du temps, je suis désolé parce que j'ai dit que je devais déménager, il y en a qui doivent me prendre pour un menteur. On vous promet, quand j'aurai fini de build mon nouveau bureau, on fera un room tour qui ira sur SDC, donc la chaîne secondaire. Bref, c'était Clippy Da Clip. Bisous.